auditrices et auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Charles Onana, que vous connaissez sans doute, et qui va rendre hommage à Pierre Péan, le grand écrivain français Pierre Péan, un journaliste d'investigation et humaniste, chercheur sans bornes, un homme d'un grand cœur, un cœur qui a dépassé les limites, les frontières de la France, et surtout un homme très proche des Africains, que ce soit ceux de France, d'Europe et même d'Afrique. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Là, donc, vous avez une grande tâche aujourd'hui. Vous allez rendre hommage, nous allons ensemble rendre hommage à Pierre Péan. On se rappelle que Péan est décédé le 25 juillet 2019. C'était juste au début du Covid, même s'il n'a pas été victime du Covid. Hein. Oui. Péan, que vous connaissez très bien, dont certains vous accusent même d'être le fils spirituel, comme si c'était une abomination ou une turpitude. Est-ce que vous pouvez nous parler de Pierre Péan? Comment vous l'avez connu? Qu'est-ce que vous avez pu faire ensemble? Et surtout dans le dossier rwandais, comment l'avez-vous trouvé? Et qui est Pierre Péan pour vous? Alors, Pierre Péan, c'est quelqu'un que j'ai connu dans des circonstances très particulières. J'aurai l'occasion d'éclairer un peu pour la première fois. En fait, je dois dire que Pierre Péan a été pour moi pendant de très nombreuses années, j'étais encore en Afrique, a été une grande référence en matière de journalisme. Donc, surtout le journalisme d'investigation. Donc, je considérais que Pierre Péan, il avait commencé à traiter dans les années 80 les questions des relations entre la France et l'Afrique. Et il a été le tout premier après Monsieur Chaffard, qui était le fils d'un coopérant, d'une grande personnalité politique, qui avait écrit les carnets secrets de la décolonisation. Donc, Chaffard avait écrit les carnets secrets de la décolonisation pour expliquer un peu le dessous des cartes qu'il y avait dans les relations entre la France et l'Afrique. Mais lui, il n'était pas journaliste, Chaffard. Il avait été menacé à l'époque pour avoir publié ses carnets secrets en 2 tomes. Il était très bien introduit, très bien informé. Et j'avais lu les carnets secrets de la décolonisation, très, très jeune encore. Bon, ça paraissait très compliqué pour moi, dans le sens où je ne savais pas que c'était comme ça que fonctionnaient les relations entre la France et l'Afrique. Et lorsque Pierre Péan a publié son grand premier best-seller, qui était Affaires africaines, qui a eu un retentissement terrible en Afrique, j'étais tout jeune, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que ce soit un Français qui décrive avec autant de précision et de pertinence ce qui se passe en Afrique dans les relations franco-africaines? Pourquoi les Africains ne se mêlent pas de ce genre de sujet? Et évidemment, en me posant cette question, je me suis rendu compte que Pierre Péan avait eu au moins 15 procès pour avoir fait ce livre-là. Et ça n'était pas tout. Il a eu des menaces de mort et deux bombes ont explosé quand même dans la cour de sa maison. Il voulait quand même le tuer à ce moment-là. Et donc, j'ai pu mesurer les risques que Péan avait pris pour mener cette enquête et publier ce livre, parce que bon, pour beaucoup d'Africains, ils étaient très contents que un journaliste français révèle le dessous des cartes dans les affaires avec le Gabon, etc., et tout ce qui se passait en Afrique, tout ce qui était le jeu un peu occulte de la part d'ombre des relations franco-africaines. Et en prenant le risque de faire ce travail, évidemment, dans le cadre français, certains pouvaient penser que c'était facile à faire. Donc, quand Pierre était resté exprès d'ailleurs sur les menaces qu'il avait eues à la suite de ce travail. Cette question a continué à hanter mon esprit en me demandant comment un journaliste français peut faire ça et pourquoi pas des Africains. Et c'est à partir de là que les livres que
Pierre Péan publiait m'intéressait. Après, il y a eu l'affaire, il avait eu d'abord avant ça, il avait publié en 1977 l'affaire Bokassa, qui avait fait perdre finalement les élections de 1981 à Valéry Giscard d'Estaing. Et moi, je me suis retrouvé à avoir, pour la première fois de ma vie, je crois que c'était quand je commençais effectivement le journalisme, je me suis retrouvé avec les archives de l'empereur Bokassa, ses archives personnelles. Et on m'avait remis une cantine de documents où il y avait les photos de Bokassa avec Valéry Giscard d'Estaing, la question de la vente et de l'utilisation d'une corvette de la France que la France avait vendu. C'était le frère aîné de François Mitterrand à l'époque qui était directeur d'un centre aéronautique et qui a vendu une corvette à Bokassa. Donc, j'ai vu les châteaux de Bokassa, les avocats français, les conseillers français qui conseillaient à Bokassa d'acheter des châteaux. Je me suis retrouvé avec une malle de documents, avec tous ces documents à l'intérieur. Et je ne comprenais pas pourquoi un jeune homme comme moi pouvait se retrouver avec autant de documents. Pour moi, c'était avec le temps, j'ai compris que en fait, j'étais en train tout simplement de m'inscrire dans une logique qui était profondément ancrée en moi, qui était de faire des investigations. Et c'était la première grosse affaire que j'ai eu à traiter. Et c'est ainsi que j'ai commencé donc à chercher des éditeurs et me rendre compte que ce n'était pas du tout facile quand on avait des documents extrêmement sensibles et pouvoir publier en France, et surtout en plus quand on était un peu d'origine africaine comme moi, ce n'était pas du tout simple. J'imagine que pour Pierre Péan, ça a été pas du tout facile et je m'en suis rendu compte par après. Alors, pour répondre à votre question sur comment j'ai connu Pierre Péan, alors, il se trouve que pendant toutes ces années, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, Pierre Péan était devenu pour moi vraiment une référence en matière de journalisme, d'investigation, parce que je ne voyais pas en France beaucoup de gens qui faisaient ça. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Jacques de Rogier à l'époque, qui travaillait à l'Express, qui faisait ce type de travail, mais il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui prenaient autant de risques. Et sur les affaires africaines encore, n'en parlons plus. Bon, et donc un jour, Pierre Péan, quand il a publié donc Une jeunesse française de François Mitterrand, je le vois qui passe sur TF1 pour parler de son livre. J'appelle TF1, c'était en 1994, justement, lors des événements du Rwanda. J'appelle TF1, il passait en direct le journal de 20 heures, et je demande à la standardiste de TF1 s'il est possible, après l'émission, de parler à Pierre Péan. Elle me demande mon numéro de téléphone. Je lui laisse mon numéro de téléphone et il dit, bon, on va lui communiquer votre numéro de téléphone. Et juste à la fin de l'émission, quand Pierre Péan a quitté le plateau, je crois 5 minutes après, mon téléphone sonne. Et qui j'ai à l'appareil? Pierre Péan. Il me dit, c'est Charles Nana. Il dit oui. Il dit, ben, écoutez, je viens d'avoir votre numéro de téléphone, etc. J'étais tellement ému que je n'arrivais pas à parler. Je n'imaginais pas que le grand Pierre Péan daigne appeler un jeune homme comme moi dans ces conditions-là. Donc, et voilà comment commence ma relation avec Pierre Péan. Et quand je vais lui raconter ce que je suis en train de faire, le travail que je fais sur Bokassa, etc., et tout ça, eh bien, on a commencé à découvrir qu'on avait des intérêts communs sur les questions africaines et que finalement, la passion que j'avais pour le journalisme d'enquête s'est poursuivie. Voilà le contexte dans lequel j'ai connu Pierre Péan et cette relation ne s'est plus jamais arrêtée jusqu'à la fin de ses jours. Mais je vais rappeler qu'en ce moment-là, à cette époque, le téléphone portable n'existait pas. Donc, C'était sur une liste. Pierre a dû faire un effort pour trouver quelque part un téléphone. Il a appelé à partir du standard de TF1. À partir du standard de TF1. Ça montre l'homme qu'il était. Ça montre l'homme qu'il était. Très simple, très simple, très accessible et humainement, pour moi, enfin, je n'en revenais pas que Pierre Péan, qui venait qui était que tout le monde appréciait, redoutait, etc. Bon, il appelle un jeune homme, moi, juste après être sorti du plateau de TF1. Enfin, je me suis dit non, je ne peux pas être un petit journaliste après ça. C'était un peu le tombeur du président Giscard d'Estaing.
et de Bokassa, et donc ce n'était pas n'importe qui. C'est ça. Alors, lorsqu'on a eu à parler effectivement de l'affaire Bokassa, donc un jour, donc, et c'est comme ça, je suis parti, il m'a invité chez lui, je suis parti, et il ouvre sa caisse dans le fond du jardin, qui était donc son QG d'investigation, et il me sort quelques liasses de documents. Donc, une lettre de Maurice Espinasse. C'était la première fois que je voyais la personne qui avait été une des sources de Pierre Péan dans l'affaire des diamants. Et c'est Maurice Espinasse était un conseiller de l'empereur Bokassa Ier. C'était un Français qui avait travaillé aux côtés de Bokassa pendant des années, qui voyait le système de corruption se mettre en place avec ses compatriotes français qui étaient autour de Bokassa, où les affaires d'argent circulaient à gauche et à droite. Donc, souvent, donc, quand on parle de Bokassa, avec le système corrompu, etc. Et c'est ça que Pierre Péan m'avait fait remarquer à l'époque, c'est qu'on ne parle que de Bokassa, comme si Bokassa était en quelque sorte le chef d'orchestre de la corruption en République centrafricaine. Mais en réalité, tout le monde finit par oublier, et en tout cas en France, on oublie volontairement le fait que Bokassa avait des conseillers français qui étaient parfois des instigateurs d'un système autour de lui. Et j'ai découvert ça, notamment dans l'affaire de l'achat des châteaux. Je voyais que non seulement, je parle vraiment des documents personnels de l'empereur auxquels j'ai eu en ma possession, et je voyais que certains de ses conseillers lui suggéraient d'acheter un château. Ils étaient prêts à mener des négociations pour acquérir ces châteaux-là. Et donc, évidemment, non seulement ils avaient la commission pour l'achat du château, mais en plus de ça, c'est eux qui étaient rémunérés dans le cadre de cette affaire avec les notaires qu'ils choisissaient, parce que Bokassa, lui, n'était pas supposé connaître tous les notaires qui étaient en France, surtout dans les petits villages français concernant l'achat des châteaux. Et c'est comme ça que les châteaux de Bokassa ont été quasiment achetés. C'est-à-dire que ce n'était pas une affaire où Bokassa se levait seul en disant je vais chercher des châteaux en France à acheter. Non, c'était ses conseillers français qui lui suggéraient de le faire. Et comme il voyait que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la France et donc généralement, tout ce que ces gens-là lui suggéraient, mais il les faisait parce que c'était ses conseillers et qu'il supposait que ses conseillers avaient bien réfléchi avant de lui faire cette proposition. Donc, la description du système de corruption en République centrafricaine aurait dû systématiquement être articulée entre Bokassa qui aimait les biens, là ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas pour dire que Bokassa était innocent, etc. Non, c'est que ça se passait entre plusieurs personnes qui travaillaient en équipe et que cette équipe-là, quand on ne comprend pas comment fonctionnait cette équipe-là, on ne comprend pas comment les châteaux ont été acquis. D'ailleurs, lorsqu'il a été question de vendre également ces châteaux, j'ai retrouvé également les documents avec Bernard Tapie, le rôle que Bernard Tapie a joué. Alors ça, j'ai une anecdote qui est très intéressante, c'est que je me retrouve donc avec tous ces documents et je vois que lorsque Bokassa a été renversé en 1979, Bernard Tapie fait comprendre à l'empereur Bokassa qui était en exil en Côte d'Ivoire que le Parlement français va voter une loi pour nationaliser ses biens. Eh bien, déjà Bokassa qui était en détresse à Abidjan ne comprend pas et Bernard Tapie passe par la femme de Félix Houphouët-Boigny, dont la femme de Félix Houphouët-Boigny et la femme de Bernard Tapie étaient des grandes amies. Et donc, c'est comme ça, ils se sont rencontrés dans une cure thermale dans le sud de la France et ils ont noué une relation comme ça. Et donc, Bernard Tapie va passer par le canal de sa femme pour pouvoir obtenir le rendez-vous avec Bokassa. Et lorsqu'il rencontre donc Bokassa, il lui dit, ah, vous savez, les parlementaires français vont voter une loi pour nationaliser vos biens. Et si vous voulez, vous me faites une procuration et comme ça, je vais vendre vos châteaux. Au moins, vous allez récupérer l'argent avant que les parlementaires français ne fassent ça. Bon, ce qui était tout à fait faux. En France, on ne peut pas voter, les parlementaires ne peuvent pas voter une loi pour nationaliser les biens privés de quelqu'un qu'il a acquis sur ses fonds personnels ou même si ces fonds étaient issus de la prédation de l'État centrafricain.
Et c'est comme ça que Bernard Tapie fait comprendre à Bokassa qu'il est un grand homme d'affaires qui est capable de faire ça. Et Bokassa, effectivement, signe la procuration à Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, une fois qu'il a la procuration, en fait, c'est un peu comme ça que la richesse de Bernard Tapie a commencé. Hein. Et il a fallu que le président Houphouët-Boigny lui dit, bon, Bokassa va voir Houphouët-Boigny, il lui dit, papa, j'ai un grand homme d'affaires français qui est venu ici me disant qu'on allait confisquer mes biens. Et donc, voilà ce qui se passe là. Et Houphouët-Boigny lui demande, mais qui est cet homme d'affaires? Parce qu'Houphouët-Boigny connaissait à peu près les grands hommes d'affaires français. Il lui dit, Bernard Tapie, dit ce nom-là, je ne le connais pas. Et il demande donc à ses services de sécurité de fouiller qui est Bernard Tapie. On retrouve quand même que Bernard Tapie était quelqu'un qui avait été déjà condamné par la justice, etc. et tout ça. Et c'est Houphouët-Boigny qui va intervenir personnellement pour demander que cette affaire de l'achat des châteaux de Bokassa soit traitée par la justice ivoirienne, puisque le contrat avait été signé en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Bernard Tapie a été empêché de vendre des châteaux de Bokassa, mais entre-temps, il a vendu quand même quelques voitures de collection de l'empereur. Et là, j'ai retrouvé également la lettre que Bernard Tapie, que le fils de Bokassa avait envoyé à son père lors de son anniversaire, lui décrivant le nombre de voitures que Bernard Tapie avait quasiment pris dans son château et il a vendu quand il a compris qu'il n'allait pas pouvoir vendre les châteaux de l'empereur. Donc, Donc, toutes ces les affaires-là, documents, j'ai eu à discuter de ça avec Péan et il était mort de rire chaque fois qu'on parlait de ces histoires. et c'est Pierre Péan qui les avait chez lui à Bouffemont ou… Non, 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 ça c'est les documents que moi j'ai eus. Mais les documents que Pierre Péan m'avait montrés, c'est comment l'affaire des diamants avait commencé parce que lui, il avait eu accès à une des sources très proches de Bokassa qui lui a permis d'avoir ces documents. Donc, quand l'affaire des diamants a éclaté en France, c'est Pierre Péan qui était effectivement à l'origine de cette affaire en faisant des révélations au canard enchaîné. Et de fil en aiguille, vous en êtes venus à parler ensemble du Rwanda. Comment cela Voilà. s'est Et puis, passé? voilà, on a été amené à parler de l'affaire du Rwanda et donc moi j'étais passionné par cette histoire-là. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais je pense que ça rentrait dans la fibre de mes préoccupations d'enquêter, de chercher. Et une fois de plus, je rentre dans le dossier du Rwanda à travers l'affaire de l'attentat, parce que je ne comprends pas pourquoi deux chefs d'État africains sont tués dans un avion et il n'y a pas d'enquête. Je cherche en France, parmi les journalistes français qui travaillaient sur ce dossier-là à l'époque, personne n'avait enquêté sur ça. Je regarde en Belgique, je ne vois pas d'enquête sur l'attentat. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Et j'en parle comme ça donc à Pierre Péan. Et il me dit que oui, lui aussi, cette histoire-là l'intrigue beaucoup. Et donc, Pierre va publier un papier à l'époque dans le Grand Journal, le grand papier journal, je pense que c'était ça le titre, qui était fait par un journaliste français là, qui faisait une émission sur Canal+, donc qui avait fait ce journal-là. Pierre publie dans le travail sur l'enquête sur l'attentat. Et entre-temps, moi, j'étais déjà en train de travailler, de préparer mon premier livre sur cette affaire-là. Donc, on discute beaucoup avec Pierre de cette histoire du Rwanda. Bon, lui, il a fait ça et puis il est passé à autre chose. Mais moi, je suis resté sur le dossier du Rwanda. Et c'est comme ça que pendant au fil des années, Pierre est revenu sur le dossier du Rwanda en publiant son livre, son premier grand livre là-dessus, Noir Fureur. Mais avant d'arriver sur Noir Fureur, c'est que lorsque je publie donc mon livre sur les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président, je suis donc victime de la plainte qui avait été déposée par le président Kagame et par l'État rwandais devant la 17e chambre pour moi. Eh bien, j'ai eu un seul Français qui est venu me soutenir à cette occasion. Eh bien, c'était qui? Pierre Péan. Pierre Péan arrive avec son blouson noir. Alors, et il a une surprise. C'est-à-dire que quand j'arrive au tribunal, bon, j'étais venu en métro, hein, j'arrive au palais de justice et je vois plein d'Africains partout. Quand je sors du métro Cité.
il y avait des Africains partout et je ne comprends pas ce qui se passe là-bas. Mais en levant les yeux du côté devant le tribunal, je vois une plaque « Merci Onana, soutien à Onana ». Je dis, mais c'est moi qui suis concerné par tous ces Africains qui… En fait, il y avait des quarts d'Africains, de Rwandais qui venaient d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de partout. Et moi, j'arrive là, je découvre ça, je ne sais pas que c'est moi. Et il y avait beaucoup de gens aussi qui ne me connaissaient pas physiquement parce que, bon, on n'imaginait pas que c'était moi qui osais attaquer ce dossier sur l'attentat. Et Pierre m'avait dit, je vais voir quel est mon programme parce qu'il partait de Bouffémont pour venir. Donc, il est venu en moto et je monte. Donc, j'arrive, dès que je suis arrivé pour entrer sur le petit espace qui était réservé aux gens qui étaient convoqués au tribunal. Et donc, il y a des Rwandais qui me reconnaissent. Eh bien, il y a eu quasiment une émeute autour de moi parce qu'en fait, il y avait les militants de Kagame qui étaient de l'autre côté, qui étaient déjà séparés par les CRS. Donc moi, en fait, je suis arrivé sur une affaire, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, je ne savais même pas que j'étais à l'origine de cette histoire-là. Donc, il y avait les militants pro-Kagame qui étaient en face et j'arrive là, on me reconnaît et donc c'est comme ça que je rentre dans cet espace-là protégé par les CRS parce que les militants pro-Kagame qui découvrent que les gens m'ont reconnu et qui peut-être voulaient m'agresser, etc., eh bien, les CRS sont venus, je montre la convocation et ils comprennent donc aussi que c'est moi qui suis convoqué par le juge pour cette affaire de l'attentat et donc les CRS m'ont accompagné jusqu'à l'intérieur et je rentre. Et quand j'arrive en haut, eh bien, je vois Pierre Péan qui débarque. Et il me regarde avec un grand sourire, il me serre la main, il me dit, Charles, c'est extraordinaire, tu as fait ton boulot. C'est-à-dire que quand il a vu tous ces Rwandais, lui, il avait déjà compris, je ne sais pas à quel moment il est arrivé, mais il avait déjà compris ce qui se passait et il était très content de voir les Rwandais m'apporter autant de soutien. C'était pour lui aussi quelque chose d'émouvant parce que je crois dès ce moment-là, il comprenait déjà ce que j'étais en train de faire. Il faut rappeler que c'était après la sortie de votre livre, justement, sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994, Exactement. Un livre qui avait fait sensation dans les milieux des Rwandais et des Français qui connaissent Paul Kagame et ce qu'il avait fait. C'est ça qui a provoqué le mouvement, je pense. Oui, enfin, il y avait beaucoup d'amis en France qui étaient quand même très inquiets pour moi, qui avaient compris que j'avais touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et donc, moi, il faut dire à ce moment-là, moi, j'étais très naïf. Hein, j'étais encore un peu jeune. Mais ce qui m'intéressait, c'était que le journal, je ne comprenais pas qu'on nous parle des millions de morts au Rwanda, mais on ne parle pas de la mort de 2 chefs d'État en exercice. Donc, moi c'était comme si c'était dans ma tête, il y avait un blocage à ce niveau-là. Et je disais, mais il y a 2 personnes qui sont à la base de cette histoire, qui ont été tuées. Mais pourquoi personne ne veut se mêler de ça? Et Péan était vraiment très content de me voir en tant qu'Africain travailler sur ce dossier. Et justement, il est venu, il m'a dit, écoute Charles, je viens au tribunal, je viens non seulement te soutenir, mais je vais apporter mon témoignage sur ce que je sais sur cette affaire-là. Et donc, évidemment, et il y avait le colonel Marshall également qui avait décidé de venir me soutenir. Et c'était les quelques personnes que je connaissais et mon ami Dio Mouchaïdi, avec qui j'avais travaillé sur le livre, qui était également là. Donc, moi, je me suis retrouvé insulté par les militants pro-Kagame, insulté avec Dio Mouchaïdi. On nous traitait déjà à l'époque de négationnistes. Moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et je ne savais pas ce qu'on avait fait pour être insulté comme ça. Je ne comprenais pas. Ben, il faut rappeler pour ceux de nos téléspectateurs ou auditeurs qui ne sont pas au fait nécessairement de cette partie de notre histoire, que le 6 avril 1994, revenant d'un voyage en Tanzanie, à Dar es Salaam précisément,
revenant d'un sommet sur la paix de la région. Le président Habyarimana, en exercice donc au Rwanda, accompagné de son homologue burundais, Cyprien Hadiamira, sont morts dans un attentat d'avion où l'avion qui les rapatriait a été abattu au-dessus de Kigali. C'est ça. Et donc, c'est ce qui a provoqué en fait le génocide de 1994, parce que la population et tous ceux qui avaient compris le jeu ont su en ce moment-là qu'il s'agissait du travail de Paul Kagame, que c'était Paul Kagame qui était à la base de cet attentat, qui avait instruit, qui avait organisé et qui avait même fait exécuter l'attentat. Et donc, Charles Onana, comme beaucoup d'autres, comme nous, comme les journalistes intéressés aux événements du Rwanda, se demandaient, mais comment se peut-il qu'il n'y ait pas eu d'enquête spécifique sur la mort de 2 chefs d'État en exercice? Parce qu'ils étaient africains, eh bien, rien n'a été fait. Et donc, c'est là que vous allez écrire votre livre pour justement, sur base des éléments que vous aviez en votre possession, informations données entre autres par des Rwandais, des Hutus, des Tutsis, et les archives de Pierre Péan et d'autres personnes. C'est là que vous avez commencé à écrire votre livre qui a rencontré beaucoup de succès. Et c'est ce livre qui a provoqué l'ire de Paul Kagame, qui a donc porté plainte contre vous. C'est ça, exactement. Et donc, pendant des années, on a continué donc à travailler sur le dossier du Rwanda ensemble. On a commencé à faire des conférences. Et un jour, Pierre Péan me dit, écoute, il devait avoir une conférence à Bruxelles. Et Pierre Péan me dit, écoute, Charles, il ne faut pas qu'on aille à cette conférence-là parce que j'ai des informations très importantes qui attestent que Kagame et veut envoyer ses sbires contre toi et moi. Et il m'en parle et il me dit, si tu veux y aller, tu peux y aller, mais moi, je te conseille de ne pas partir parce que moi, je n'ai pas l'intention d'y aller. Et les informations que nous avons sont de sources sûres. Et il m'en a parlé et il m'en a parlé 2 fois. Et moi, j'ai vérifié également cette information par d'autres sources. Et je suis arrivé aussi à la même conclusion que Péan. Et donc, mais il n'en a jamais fait état. La première fois que Pierre Péan fait état de cette histoire-là, c'est dans ses mémoires. Et je vous dis exactement ce qu'il écrit dans ses mémoires ce jour-là. Il dit, début 2006, j'apprends que PIS, nom de code de Paul Kagame, bon, Paul Kagame avec un nom de code PIS, hein, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, ça signifie paix, bon, aurait décidé de faire payer Péan, de donner une correction aux petits blancs. Bon, vous avez bien compris la façon dont il parle des Péans aux petits blancs avec des relents racistes au même titre que ce qu'il a souvent vis-à-vis de ses compatriotes rwandais ou tout, il considère effectivement un peu comme des sous-hommes, donc le petit blanc. J'avais effectivement envoyé Claude Richard Gwanja, c'était un ami de Pierre Péan au Rwanda, revoir ses anciens amis du FPR pour écrire un long papier sur l'attentat. À partir de mi-décembre, Gwanja, donc l'ami de Pierre Péan qui avait des amis au sein du FPR, reçoit également des appels menaçants de 2 agents de Kagame sur un numéro cellulaire. Les menaces subies par Gwanja sont parfaitement cohérentes avec celles qui m'ont été transmises. Donc, Pierre Péan découvre donc à travers cette source, qui est son ami, que lui aussi, il a des menaces sur cette histoire-là, toujours. Bon, il dit le 8 janvier, par le père Pierre Jo. Donc, le père Pierre Jo avait confirmé à Pierre les menaces qui se profilaient en quelque sorte contre lui, lequel a reçu le coup de fil d'une Rwandaise qui lui affirmait qu'un contrat avait été mis sur ma tête et sur celle de Charles Onana et que les 2 devaient se méfier car la menace était sérieuse. Fin de citation. Voilà ce que Pierre Péan écrit dans ses mémoires. Donc, évidemment, ces informations que ma tête et celle de Pierre Péan étaient mises après dans le dossier du Rwanda, nous avions cette information par différentes sources depuis un moment. Et en tout cas, ça n'a pas été infirmé par le Rwanda puisque il y a eu une liste qui avait été publiée par les parlementaires rwandais de gens qui étaient considérés par le régime comme des gens dangereux.
Je pense que, je ne sais pas si ton nom figurait également sur cette même liste. Et donc, il y avait mon nom, il y avait le nom de Pierre Péan, et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est le régime de Kigali considérait que nous étions des gens très dangereux, bon, mais sauf que nous n'avions commis aucun crime, ni au Rwanda, ni au Congo, ni contre les Hutus, ni contre les Tutsis, ni contre les Tois. Nous sommes totalement étrangers à tout ça, et que manifestement, n'ayant de conflit d'intérêts, ni dans le régime d'Abiyarimana, ni dans celui qui a suivi Abiyarimana, les gens considéraient que nos voix, qui allaient dans le sens de peut-être d'aider les gens à comprendre ce qui s'était passé, pouvaient compromettre la vision et la politique que Kagame avait mis en place dans les médias pour raconter son histoire et sa propre histoire enjolivée, eh bien que tout cela allait être mis en pièces et que tout cela était déjà mis en pièces progressivement et que d'autres voix venaient s'ajouter aux nôtres pour expliquer et que les Rwandais eux-mêmes commençaient aussi à prendre la parole pour expliquer ce qui s'est passé, eh bien, confortant aussi ce que nous étions en train de dire. Donc, pour tout ça devenait extrêmement dangereux pour l'histoire officielle. Et donc, il fallait effectivement que nous soyons soit harcelés judiciairement, soit harcelés par des menaces de ce type, soit alors censuré partout en France, dans les médias et partout où on pouvait faire des conférences. Bien, je vais quand même rappeler aussi que Pierre Jean, c'est un prêtre d'origine française, français, hein, qui a vécu longtemps au Rwanda et qui a un réseau immense de relations avec des Rwandais, qu'ils soient au Rwanda ou qu'ils soient en France ou ailleurs. Et donc, son information, effectivement, vous avez bien fait de la suivre, parce qu'il connaît tellement de monde, tellement de choses, que s'il avait eu cette information, c'est qu'elle était vérifiée. Et d'ailleurs, il m'avait… La liste des négationnistes, rappelez-vous, effectivement, Kigali avait publié une longue liste de 2000 et plus de négationnistes et de fauteurs de troubles. Et c'est moi qui étais en tête de liste. J'étais le numéro 1. Il m'avait baptisé l'instigateur, le chef de la bande des négationnistes. Et ça m'avait amusé, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Hein, et comme vous, j'ai dû prendre des précautions sur le plan sécuritaire. Oui, oui. Alors, le Père Jo, quand vous parlez de Père Jo, j'avais beaucoup ri parce que le Père Jo m'avait parlé effectivement lorsque Sonia Rolland, qui est devenue, je dirais, une agent de propagande de Paul Kagame du Rwanda en France, pour parler du régime de Kagame en France. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais que j'avais aidé la mère de cette fille-là à sortir du Rwanda, etc. Et il dit, ah bon, ouais, c'est comme ça qu'il me raconte l'histoire de Sonia Rolland. Mais quand quand j'entends l'histoire, la version qui est donnée dans les médias autour de l'histoire de Sonia Rolland, moi, j'ai beaucoup rigolé. Et il m'a dit, tu vas voir, je ne sais pas comment ça va se terminer son histoire là. Donc, quand Sonia Rolland a été élue Miss France, moi, j'avais déjà compris que elle allait défendre les intérêts du régime de Kigali. Et ça ne m'a pas surpris quand elle s'est retrouvée dans une altercation avec Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, lui parlant du fait que Kagame était un grand criminel. Et la façon dont elle défendait Kagame c'était assez intéressant. Assez intéressant en même temps, ça manquait d'expérience. En fait, elle ne connaissait pas l'individu que par ce que lui disait une partie de sa famille. Hein. Mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que ça m'amusait beaucoup parce que je voyais qu'elle ne comprenait pas les enjeux, mais qu'elle répétait un truc. Et bon, il y avait un régime en place qui avait l'air d'être un régime puissant, etc. Bon. Mais bref, avec l'histoire du Père Jo, j'ai compris. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'il a pu me raconter qui étaient très drôles quand on voyait. Je vais te joindre dans cette indiscrétion. Les gens doivent savoir que c'est quand même Pierre Jo qui a évacué le jeune Hervé
le nouveau secrétaire d'État en France, quand il était encore bébé à Kigali, c'est Pierre Jo qui l'a évacué. Oui, oui, tout à fait. Il m'a raconté ça. Il m'a raconté son histoire, comment il s'est retrouvé dans les familles bretonnes, adoptées, etc. et tout ça. Donc, Donc, ce n'est pas n'importe qui. c'est pas n'importe qui. Et donc, Ouais. il a toujours une histoire comme ça de quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a sauvé. Bon, évidemment, tous ces gens-là n'ont pas toujours été très reconnaissants à son endroit, mais lui, il n'a pas fait tout ça pour être reconnu. Mais c'est intéressant comment il peut avoir des éléments dans les CV de beaucoup de Rwandais qui ont été sauvés par ce qu'on appelle les gens qui soutenaient les génocidaires, c'est-à-dire les Pères blancs. C'était quelqu'un, même au Rwanda, ce n'était pas le missionnaire blanc et qui trônait dans une grande paroisse, non, il vivait avec la population à Kigali, à C'est ça, Nyamirambo. c'est ça, c'est ça. Donc, Non, c'est quelqu'un qui connaît le le Père pays. Joe a été très proche également de Pierre Péan, comme il est avec moi, comme il est avec beaucoup de gens qui aiment le Rwanda, qui s'intéressent au Rwanda. Et je me souviens que quand Pierre Péan a écrit son livre également sur Kouchner, qui a été une affaire qui a été bien menée parce que c'était une des périodes où Péan était effectivement très attaqué, très, très attaqué en France. Et je me souviens qu'un jour, on était dans le café, il me dit, Charles, je suis en train de préparer quelque chose sur Kouchner. Je ne sais pas si je vais faire ça jusqu'au bout. Bon, parce que Pierre était comme ça, c'était quelqu'un, il avait beaucoup de personnalité, il pouvait apparaître comme quelqu'un de très sûr de lui, mais c'est quelqu'un qui parfois pouvait avoir des doutes, comme nous tous, comme tout être humain, pouvait avoir des doutes. Et ce jour-là, il me l'a dit comme ça, comme pour essayer de savoir ce que j'en pensais de ce qu'il était en train de faire. Il me dit, je ne sais pas si je vais vraiment faire ce travail-là. Mais je lui dis, sur qui? Sur Kouchner? Il me dit oui. Je dis, ah bon, tu veux, qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu racontes sur lui? Il dit, non, je vais raconter, j'ai envie de raconter un peu ce qu'il a fait en Afrique. Je lui dis, mais Pierre, je ne cherche même pas à savoir la suite. Si c'est ça, mais écoute, fais-le, mais à fond, parce que ce personnage-là, il est, pour beaucoup de Français ou pour beaucoup d'Africains qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent pas le jeu qu'il joue dans la politique internationale. Parce que moi, j'avais déjà également vu ce que Kouchner avait fait dans le dossier du Soudan. Et je lui dis, mais attends, il faut y aller. Alors, il était tellement, j'ai vu son sourire comme il parlait, quand il était content d'un truc, il faisait son grand sourire là comme ça, et puis il avait ce jour-là, il buvait son jus de tomate, comme il buvait. Non, je lui dis, écoute, il finit de boire son jus de tomate, il a l'air avec le grand sourire. Et là, je pense que je l'avais vraiment complètement rassuré et conforté, en tout cas, surtout dans son idée d'aller au bout de son histoire avec Kouchner. Et évidemment, quand Pierre il a fini son travail, il m'appelle, il me dit, bon, écoute Charles, il faut qu'on se voit, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, le livre sort la semaine prochaine. Il est sur Kouchner. Il dit oui, je dis oui. Et je l'embrasse là, je dis, mais c'est magnifique d'avoir fait ça. Mais il me dit, tu sais, il ne faut pas en parler pour l'instant. On ne sait pas comment ça va réagir. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a, moi, je n'ai pas vu d'annonce dans la presse et tout ça. Il me dit, il y a un journal qui sort euh, la semaine prochaine, en début de semaine, avec le tube du jour, et c'est le même jour que le livre sera dans les bacs. Bon, évidemment, le livre est annoncé le même jour il est sorti, et là, France 24 m'appelle parce qu'il y a le Kouchner est très en colère, avec ses amis, ils sont tous très en colère, et donc son biographe est appelé à venir parler du livre de Pierre, enfin, du livre de Pierre qu'il n'avait pas lu. Et bon, les gens, enfin, France 24 appelle des gens qui connaissent Pierre, etc., pour venir affronter le biographe de Kouchner sur le plateau, et personne n'est venu.
Et donc, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Moi, j'ai dit, bon, évidemment, je suis parti avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai dit, mais attends, quelle que soit la personne que j'aurai en face pour défendre Pierre face à Kouchner, moi, je vais le faire. Donc, j'arrive sur le plateau. Je trouve donc ce monsieur qui avait l'air très hautain, très arrogant, etc. Et il se met donc à dire que Pierre Péan utilise des méthodes qui ne sont pas des méthodes correctes, attaquer Kouchner sur sa probité intellectuelle et sur son éthique, c'est quelque chose d'inacceptable, mais je l'ai ridiculisé, le monsieur. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez là? Pierre Péan a fait son travail. Et bon, les questions de sécurité sociale en Afrique, est-ce que c'est étayé ou c'est pas étayé? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il s'est déchaîné contre moi parce que je crois qu'il avait imaginé que j'allais venir en marchant sur la pointe des pieds parce que c'est Bernard Kouchner, mais je me moquais effectivement du fait que ce soit Kouchner ou pas. Ce qui était important, c'était de savoir si les faits que Pierre Péan mettait sur le tapis étaient vrais ou faux. Et donc, il n'a pas pu démontrer que les faits étaient faux. Et donc, évidemment, on s'est un peu charcuté, ça, on s'est un peu étripé sur le plateau. Et j'étais ravi parce que pour moi, c'était ma façon à moi de rendre hommage au travail de Pierre, qui était encore une fois de plus malmené par beaucoup de gens parce qu'il était face à Kouchner. Ce n'était pas parce que ce que Pierre disait était faux, mais parce qu'il ne fallait surtout pas toucher à Bernard Kouchner, le porteur de sac de riz de la Somalie, quoi. Eh bien, c'est pendant la même période, je pense que nous, Fédération rwandaise, ça s'appelait à l'époque la Fédération internationale des associations rwandaises, avions porté plainte contre Bernard Kouchner, justement, parce qu'il nous avait traités globalement de génocidaires et de négationnistes. Ça a fait grand bruit, mais c'est vrai que dans ce dossier aussi, Pierre nous a beaucoup aidé, nous a apporté des éléments, des extraits de conférences ou de déclarations de Kouchner. Et là aussi, comme il était ministre, évidemment, ça n'a pas été facile. Mais Non, la cour spécialisée chargée de juger les ministres, les sénateurs et les autres a fait son travail jusqu'au bout. Et on s'en est tiré sans mal, sans grand succès, parce que bien sûr, c'est souvent des procès politiques, vous savez. bien sûr. Ils se sont arrangés pour arrondir les angles, pour que Kouchner n'ait pas de soucis. Et il était ministre des Affaires étrangères et nous, des réfugiés. Nous étions que des réfugiés. Mais on l'a fait. Oui, mais Kouchner, moi, j'ai eu à l'époque des informations euh, du côté américain, des gens qui me disaient qu'il travaillait pour les services américains. Et lorsque j'en ai parlé à Pierre, Pierre m'a dit que ça ne le surprenait pas, qu'il avait eu aussi les mêmes informations. Et donc, j'étais d'ailleurs très surpris, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi dans le cadre de mon livre sur le Soudan, qui était une information que nous avions recoupée, Pierre Péan et moi. Lorsqu'il était ministre de l'Action humanitaire, François Mitterrand, mais il s'est rendu au Soudan pour rencontrer John Garang contre l'avis des autorités françaises, notamment contre l'avis du président de la République. Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ministre qui va rencontrer des gens dans la question du Soudan sans l'autorisation de sa hiérarchie. Et j'ai compris par la suite que puisque les éléments du Sud-Soudan avaient aidé beaucoup, avaient travaillé avec l'OFPR quand l'OFPR était en Ouganda, parce que la rébellion sud-soudanaise avait été soutenue à l'époque par l'armée ougandaise et donc Kagame était à l'époque le chef des services de renseignement. Ces gens-là se sont retrouvés dans cette configuration-là. Et lorsque, par l'entremise des services de renseignement américains, et je me suis rendu compte que quand j'étais allé au Soudan, eh bien, qui on retrouve comme la force, le noyau de la force multinationale de la paix au Soudan, eh bien, l'armée rwandaise. L'armée rwandaise. Et je me souviens d'ailleurs avoir vu certains agents des services de renseignement du Soudan leur demander, mais comment ça se fait que c'est les éléments de l'armée rwandaise qui se retrouvent ici? Et il me dit,
they are our good friends. Et ce sont nos meilleurs amis. Ah, ben, j'ai donc compris que ben, on n'était pas dans une histoire de diplomatie et de la paix, mais qu'on était dans une histoire de relations amicales. Et donc, l'armée, pour moi, il était donc clair que l'armée de Kagame, qui avait été envoyée au Sud-Soudan sous les casques bleus des Nations Unies, faisait du renseignement pour les États-Unis. C'était évident. Voilà, Pierre. Donc, le jeu de Kouchner dans cette histoire-là, eh bien, quand on regarde la position de Kouchner par rapport au Sud-Soudanais, puisqu'il a soutenu également les rebelles du Sud-Soudan à l'époque, mais on comprend tout. On le retrouve en train de soutenir les rebelles du Sud-Soudan et on va se le retrouver également encore en train de soutenir les rebelles du FPR qui sont soutenus eux-mêmes par les États-Unis et au Soudan et au Rwanda. Donc, enfin, quand on ne comprend pas ce jeu-là, c'est en cela que le livre de Pierre Péan a été salutaire parce qu'il a permis aux gens d'avoir quand même une lecture globale autour de la personnalité de Kouchner, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire à l'époque, parce que Kouchner lui-même, le premier, il a voulu faire passer Pierre Péan pour un antisémite, parce qu'il avait tout simplement mis sur la table les éléments qui concernaient son jeu ou son double ou triple jeu dans les dossiers africains. C'est tout. Je vous remercie beaucoup pour cet épisode si bien raconté. Nous allons, parce qu'on ne peut pas parler de Pierre Péan sans venir à l'histoire du procès qu'on lui a intenté, quelque chose que j'ai toujours considéré comme inique et honteux. Le procès contre Pierre Péan en négationnisme, là aussi, pour justement le livre Blanc menteur, Noir fureur ou Noir fureur, Blanc menteur, je ne sais plus ce qui commence avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui était le Pierre qui, en ce moment-là, avait écrit ce livre et quel était son objectif? Alors, il se trouve que j'ai beaucoup parlé avec Pierre de ce livre. Je pense qu'il y avait, même dès le titre du livre, il m'a appelé un matin. Il me disait, je cherche un titre, etc. Et il me dit, oui, Charles, il m'appelle le matin. Je pense qu'il avait trouvé le titre le soir ou quelque chose comme ça. Il m'appelle le matin vers 10 heures. C'était l'heure à laquelle souvent mon téléphone sonnait. Et chaque fois que je le voyais, euh, euh, il m'appelait toujours en numéro caché. Quand je voyais à 10 heures le numéro caché, je savais que c'était payant. Et il m'appelle, il dit, Charles, j'ai trouvé le titre du livre. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit Noir fureur, blanc menteur. Mais j'ai dit Noir fureur. Et non, vu les discussions qu'on avait, j'ai cru qu'il parlait de fureur en comparaison avec Hitler. Il dit Noir fureur. Donc c'est comme ça que j'avais compris le titre. Il me dit mais fureur de Hitler ou quoi? Il a éclaté de rire. Il dit mais non, mais non, mais non. Mais Noir fureur, la fureur. J'ai dit bon, ok, d'accord. Et on a beaucoup rigolé autour du titre et tout ça. Et puis par la suite, il m'appelait certains matins pour me lire des paragraphes qu'il avait écrits. Donc, j'ai vécu quasiment l'écriture du livre Noir fureur, blanc menteur, je dirais, assez régulièrement. Et il se trouve donc que quand la plainte est arrivée contre lui, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il soit attaqué non pas parce qu'il devait l'attaquer, mais en manœuvrant à travers SOS Racisme. Donc, SOS Racisme qui vient déposer une plainte contre Pierre Péan, j'ai trouvé ça quand même malhonnête, quoi, dans le procédé. Parce que d'abord, SOS Racisme, je ne les ai jamais vus dans le dossier du Rwanda auparavant. Je ne les avais pas vus ni comme une association d'experts du dossier rwandais, ni comme une association qui milite pour la vérité au Rwanda, pour défendre c'est une association française qui est chargée de lutter contre le racisme en France. Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que SOS Racisme venait faire dans le dossier du Rwanda. Il n'y avait absolument rien dans leur statut qui leur permettait de rentrer dans ce dossier. Donc, quand je retrouve ça là, je comprends tout de suite la manœuvre. C'est que non seulement les associations rwandaises qui sont à Paris n'ont pas les épaules pour attaquer Pierre Péan, vu sa réputation. Donc, on veut utiliser une association dans laquelle Pierre Péan a été un acteur
très important lors de sa création. Parce qu'il me l'a dit plusieurs fois en disant, Charles, mais j'ai quand même participé à la création de SOS Racisme. On comprend donc la manœuvre qui consiste à dire que si c'est SOS Racisme qui attaque Pierre Péan et le fait passer pour un raciste, peu importe ce qu'il dit, d'abord, il y a beaucoup d'Africains qui vont considérer que puisque Pierre est blanc, donc il est nécessairement raciste. C'est une première démarche perverse. Deuxièmement, parler du dossier rwandais sous le registre de l'émotion avec un Français qui vient en parler froidement, ben on va lui, face au fait qu'il va avancer, on va lui opposer l'émotion. Et donc, pour dire que lui, il serait totalement insensible à l'émotion des Rwandais. Et donc, par définition, quelqu'un qui a ce type d'attitude n'est que foncièrement raciste. Voilà la démarche. Donc, quand je vois ça, j'ai dit, Pierre m'appelle, il me dit, Charles, est-ce que tu peux venir témoigner pour moi au tribunal? Je lui ai dit, mais Pierre, quelle question? Tu me poses une question pour savoir si je vais venir témoigner pour toi? Mais ça me paraît évident, ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas que tu me poses la question. Bon, il a souri, il m'a dit vraiment, je te remercie. J'ai dit, mais Pierre, tu n'as pas à me remercier pour ça. Ça me paraît tout à fait normal et tout à fait logique. Et d'ailleurs, je vais me payer ces gens-là. Bon, je lui dis ça comme ça et il ne comprend pas pourquoi et je ne lui dis pas pourquoi. Le jour où j'arrive au tribunal pour témoigner contre Pierre, sur le dossier de Pierre, je dis, je me lève, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi Pierre Péan est attaqué, puisque la source qui avait été utilisée sur cette attaque, c'est-à-dire Antoine Yetera, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, qui est Tutsi, mais c'est lui qui m'avait expliqué ça, l'histoire de la culture du mensonge. Et donc, il m'expliquait l'histoire de la culture familiale au sein de la famille royale. Et donc, ça m'avait tellement surpris, et connaissant la probité intellectuelle d'Antoine Yetera et de la hauteur de vue qui était la sienne, mais j'en ai parlé à Pierre. Et Pierre, je l'ai mis en contact avec Antoine Yetera. Et c'est comme ça que Pierre était parti à Bruxelles. Il a rencontré Antoine Yetera et Antoine Yetera lui a raconté la même histoire. Et donc, je dis que je ne comprends pas pourquoi Pierre en écrivant ça, il est attaqué pour racisme. Et moi, qui ai dit la même chose en utilisant exactement la même source, je ne suis pas attaqué pour racisme. Peut-être que Pierre a été victime de sa couleur de peau. Mais ça a provoqué une surprise dans le sein du tribunal. Et je vois le président du tribunal qui était adossé un peu dans son fauteuil, qui se redresse. Et l'avocate de Pierre, donc je crois que c'était Florence Bourg, qui me demande, est-ce que vous voulez dire que si Pierre Péan avait coécrit le livre avec vous, il n'aurait pas été attaqué? J'ai dit, je ne crois pas que Pierre Péan aurait été attaqué si on avait écrit ce livre ensemble. Puisque lui, il est attaqué pour racisme et moi pas. Peut-être que ma couleur de peau m'a sauvé. Mais alors là, je vois Dominique Sopo qui était assis sur son banc, qui se lève, il demande la parole au président, il dit c'est ignoble ce que dit M. Nana, on a attaqué Dieudonné, etc. J'ai dit, mais attendez là, on n'est pas dans le procès de Dieudonné. Je ne vois pas ce que Dieudonné vient faire ici. La personne que vous avez mis en cause s'appelle Pierre Péan. Et je persiste à dire que Pierre Péan est victime de sa couleur de peau. Parce que lui, on l'attaque parce qu'il est blanc et moi, on ne m'attaque pas parce que je suis noir. Bon, évidemment, je pense que le coup a été rude dans le camp adverse parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on parle comme ça de SOS Racisme. Mais moi, je me moquais éperdument de ce qu'était SOS Racisme parce que j'avais compris que l'attaque qui était dirigée contre Pierre Péan était une attaque de mauvaise foi, une attaque intellectuellement malhonnête. Et donc, j'ai répondu de la façon dont il fallait répondre à ça. Et j'étais ravi lorsque Pierre Péan a été acquitté parce que la première fois, c'était très dur parce que Pierre Péan a beaucoup souffert de cette accusation. Il m'a dit, parce qu'il était allé jusqu'à me dire, Charles, si je suis condamné, je n'écrirai plus sur l'Afrique. Et Pierre avait quasiment les larmes aux yeux en me disant ça. Mais je lui ai dit, Pierre, mais pourquoi tu ne devrais plus écrire sur l'Afrique? Parce que SOS Racisme t'a attaqué. Il dit, mais Charles, tu ne te rends pas compte
de ce que ça peut signifier en France que d'être attaqué par SOS Racisme pour racisme. Et quand je sais que je suis un des fondateurs de cette association, tu n'imagines pas comment ça peut me faire de la peine. Et donc, quand Pierre a été acquitté, ben, on était tous contents. Et évidemment, derrière, il a pu écrire Carnage. Merci, Charles Onana. Je vais raconter aussi ma petite histoire sur le procès de Pierre Péan parce que j'ai été auditionné, peut-être pas le même jour que vous, mais moi, ma tata et je ne sais plus qui, on est intervenu le même jour au tribunal. Et j'ai eu pratiquement la même chose parce que quand j'ai parlé de la culture du mensonge, que l'expression que Nietera avait utilisée, hein, Ubwenge, et Kinyoma, ça veut dire le mensonge. Moi, j'avais raconté ma petite histoire personnelle en disant, je viens d'une famille Hutu et d'une famille Tutsi. Et pour moi, il s'agit de la culture de tous les Rwandais. Il n'y a pas plus menteur que l'autre. Et c'est vrai que quand vous êtes petit, on vous apprend au Rwanda à ne pas dire toute la vérité, par prudence, parce que vous ne savez pas jusqu'où la vérité peut vous conduire. Et donc, j'ai expliqué ça et j'ai été hué par, évidemment, l'autre partie, hein, la partie qui soutenait SOS Racisme et Dominique Sopo. Pour moi, ça m'a requinqué, en fait, quand j'ai été hué et j'ai raconté plus d'histoires encore devant les juges qui m'ont laissé parler. Je suis intervenu en tout, très probablement, je ne sais plus combien d'heures, mais suffisamment pour mettre Pierre à l'aise et les autres témoins qui étaient dans la salle. Eh bien, ce jour-là, avant ou après votre témoignage, Charles Onana, c'est là que Dominique Sopo avait lancé la terrible phrase où il avait dit que évoquer le sang des Hutus, c'est salir le sang des Tutsis. C'était au cours du procès de Pierre Péan. Il l'a dit, nous l'avons après interpellé, nous lui avons écrit des lettres auxquelles il n'a jamais répondu et nous avons exigé sa démission de la présidence de SOS Racisme. Quelques temps après, c'est vrai qu'il a quitté ce poste, il est resté quelques années avant d'y revenir. Et nous ne le lâchions pas, nous l'avons toujours poursuivi pour qu'il s'explique. Parce que ça, par contre, c'est du racisme, ça. Mais c'est tellement grave que je ne sais pas comment il a pu prononcer une phrase comme ça devant un tribunal et il ne s'est rien passé. Parce que c'était pour faire plaisir à ses commanditaires, à ceux qui lui avaient demandé le service. Lui, Dominique Sopo, qui vient d'Afrique de l'Ouest, je crois, et qui ne connaît pas le Rwanda, qui ne connaissait pas le Rwanda, SOS Racisme n'avait jamais travaillé sur le Rwanda, mais c'était la mode, la solidarité entre certains. Je crois qu'il ne va plus jamais parler du Rwanda en ces termes, j'espère en tout cas. Et donc, le livre de Pierre Péan et le procès qui a suivi a libéré aussi la parole. C'est mon point de vue. Parce que depuis, on peut parler des crimes commis contre les Hutus. Tout simplement, on peut dire la vérité. C'est à l'occasion de ce procès d'ailleurs que le terme Ubwenge est passé dans le langage courant des Congolais, des Aïrois. Et avant, c'est un terme que Ubwenge, ça veut dire l'intelligence. Mais depuis le procès de Pierre Péan, ça veut dire un petit mensonge, pas méchant, mais un petit mensonge quand même pour avancer. Et Pierre Péan l'avait compris. Et il avait lui-même retenu le mot Ubwenge, dont il ne connaissait pas les racines. Hein. Et c'était très, très intéressant de l'entendre parler de Ubwenge. Pierre Péan n'a jamais attaqué les Tutsis. Pendant le procès, d'ailleurs, moi, j'ai relevé ça. Parce que dans son livre, il ne dit pas que les Tutsis sont des menteurs ou qu'ils sont nés avec la culture du mensonge. Il dit que c'est un peu plus prononcé. Et ça, c'est la phrase de Nietera, hein, le Tutsi, le prince dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est lui qui avait dit ça. Pierre Péan a dit, c'est effectivement plus
prononcé chez les Tutsis, mais à bien d'égards, c'est aussi prégnant chez les Hutus et les autres Rwandais. Et c'est vrai. Non, ce Tous qui les est, groupes ethniques rwandais, on n'est pas des menteurs, mais on a cette culture de ne pas tout dire. Et parfois, on en étonne plus d'un lorsque nous disons certaines choses. Il y a des Rwandais qui nous disent doucement, doucement, il ne faut pas dire ça parce que ce n'est pas un mensonge, mais c'est la prudence à la rwandaise. Vous pouvez mais c'est ça. continuer. Bon, moi, j'avais coutume de dire à des amis rwandais que Antoine Yetera m'a fait gagner 10 ou 20 ans de ma compréhension des Rwandais parce qu'il m'a fait une culture, il m'a fait une formation accélérée. J'avais une formation accélérée, j'ai discuté beaucoup avec Antoine et c'est ce que j'ai trouvé malhonnête, 2 fois malhonnête dans les attaques contre Pierre Péan sur cette histoire par SOS Racine, c'est n'avoir jamais osé attaquer la source de Pierre Péan, Antoine Yetera. Parce que ça aurait été quand même beaucoup plus amusant de voir SOS Racisme ou d'autres attaquer Antoine Yetera pour racisme, lui qui était un Tutsi pur jus. Et encore que Antoine il a vécu déjà une situation similaire devant le tribunal pénal international. Je me souviens qu'il m'avait dit que lorsqu'il a commencé à parler des événements du Rwanda devant le TPIR, je crois que c'est le procureur ou un juge, je ne sais pas, qui lui a dit qu'il n'était pas Tutsi. Parce qu'il ne parlait pas comme on aurait aimé entendre parler un Tutsi à la barre, ou comme certains Tutsis qui étaient passés là-bas avaient parlé. Antoine était totalement différent. Et il arrive là, il me dit, mais Charles, mais j'ai demandé au magistrat, je lui ai dit, bon, je vous pardonne, parce que si vous saviez ce que ça signifie, que de dire à un Tutsi qu'il n'est pas Tutsi, il est Hutu, mais c'est une injure. Il dit, c'est une injure. Donc, je vous pardonne parce que vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Et il a sorti sa carte d'identité des années 50 qu'il a sorti. Il a dit, regardez, qu'est-ce qui est marqué. Donc, la mention Tutsi était bien mise en évidence. Il dit, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment insupportable, c'est que ces gens n'aient pas le courage intellectuel d'attaquer Antoine Yetera. Parce que là, Antoine leur aurait fait une leçon de ce qu'est la culture rwandaise, la sociologie rwandaise et de ce que lui, il sait, de tout ça, parce qu'il a quand même travaillé depuis l'époque coloniale. Et comme il me disait, il dit, j'ai été greffier, moi. J'ai été greffier sous le régime colonial belge. Donc, je sais exactement ce qui se passait. Donc, et quand il était venu pareil au Sénat, c'était de la même chose. Là où il y avait la bande à Gauthier qui était venu également faire son cinéma, eux qui, comme j'ai dit, ils sont les meilleurs spécialistes du Rwanda, ils savent tout ce qui se passait au Rwanda, pendant que nous, on cherche modestement à comprendre ce qui se passe, ils ont tout compris, ils savent tout, etc. Ils se permettent d'attaquer tout le monde. Et il avait attaqué ouvertement Antoine Yetera. Antoine Yetera lui a simplement répondu à Gauthier. Il dit, mais écoutez, monsieur, moi, je vous pardonne. Est-ce que vous savez que ma fille a été tuée pendant les événements? Donc, vous avez plus mal que moi qui ai perdu ma fille pendant les événements. Donc, il parlait comme ça à un Tutsi qui n'était pas sur la ligne officielle, mais simplement parce qu'eux, ils défendent le FPR et tous les autres, mais ils ne peuvent pas supporter que quelqu'un tienne un discours contraire ou quelqu'un qui a connu l'histoire, la sociologie du Rwanda et qui a vécu les événements, il leur explique ce qui s'est passé dans son pays et eux, ils sont obligés toujours de venir leur dire ce que le système Kagame demande de dire. Et ça, c'est insupportable. J'ai trouvé que c'était vraiment malhonnête vis-à-vis de Pierre. Et pour moi, le fait que Pierre ait gagné ce procès, ça a été non pas simplement une victoire pour Pierre, mais ça a été une victoire pour la vérité et pour ceux qui se battent pour que tous les Rwandais aient droit de s'exprimer sur les événements qui ont ensanglanté leur pays. Tout à fait, tout à fait. Vous vous rappelez là un épisode, hein, là où vous parlez de Nietera, j'y étais une nouvelle fois, c'était au Sénat. Et Alain Gauthier, d'ailleurs, est sorti en catastrophe à un moment donné. Il a refusé de continuer l'échange, le débat. Et il a adressé une lettre très, très… Alors, il était vraiment remonté contre nous. Il a donné 3 ou 4 noms, Ndagijimana, Nietera, docteur Eugène, et en disant que nous étions des négationnistes, que nous avons insulté les Tutsis, que nous étions…
c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères de l'époque ne s'est pas beaucoup intéressé à sa lettre. Je l'ai toujours, cette lettre-là. C'était la première fois que je voyais un écrit pareil, là aussi. En attendant, en 2007, où là aussi, le même Alain Gauthier avait adressé une lettre, il avait fait une déclaration carrément, en me désignant, moi, Ndagui Jimana, comme le chef des négationnistes de France et d'Europe. J'ai ce courrier-là et ça a été repris dans The New Times, je pense, au Rwanda. Eh bien, tout ça, Pierre Péan a vécu ça et il nous a beaucoup accompagnés, il nous a donné des conseils, il nous a modérés pour éviter que nous fassions des erreurs. Je suppose que il a été un peu aussi votre conseiller dans ce genre de situation, Charles Nana. Mais nous avons vécu des situations terribles avec Pierre. J'ai en tête l'épisode de la conférence qu'on avait tenue à Nantes. Que se passe-t-il? Il se passe qu'à Nantes, il y avait une salle qu'on appelait là-bas Cosmopolis. Je crois que je ne sais pas si elle est toujours valable. J'avais fait intervenir une doyenne de la lutte des droits civiques là-bas, qui était une amie de Martin Luther King et de Rosa Parks, et qui a été décorée par Obama. Vous aurez, quand vous allez sur Internet, il y a une dame qui est sur un fauteuil roulant avec Obama, qui la tient en main, qui s'appelle Amelia Boynton Robinson. Donc, j'ai publié ses mémoires et je l'ai fait venir en France et donc à Nantes pour la question de la traite négrière. Et donc, elle avait raconté là-bas son histoire sur l'engagement de Martin Luther, de son engagement avec Martin Luther King pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. Et elle avait fait une conférence avec elle dans cette salle cosmopolite qui était pleine à craquer. Et donc, il se trouve que cette impression que l'association qui avait travaillé avec moi sur cette histoire-là pour la réussite de cette conférence a été telle que la même association a décidé de nous inviter, Pierre Péan et moi, pour qu'on aille parler dans la même salle de la question de la crise des Grands Lacs. Et c'est à ce moment-là que l'association survit et toute la clique qui défend le régime de Kagame en France se mobilise pour dire que Pierre Péan et moi, nous ne sommes pas les bienvenus à Nantes. Dans cette salle en particulier, parce que c'était une salle centrale qui drainait quand même beaucoup de monde. Alors, les organisateurs de cet événement ne comprennent pas que non seulement Pierre Péan est quand même un journaliste de renom en France, on ne peut pas lui interdire de venir faire une conférence. Il a fait des conférences ou des rencontres sur l'ensemble du territoire français. Pourquoi pas sur les événements des Grands Lacs à Nantes? Donc, il nous désigne, donc il commence une campagne assez sournoise et il se trouve que cette salle est en relation avec la ville de Nantes. Donc, les pressions sont faites au sein de la mairie pour que nous ne puissions pas avoir accès à cette salle. J'ai reçu les emails, les échanges entre tous ces gens qui opéraient là-bas, Jean-Pierre Chrétien qui était militant de survie, qui fait ses pressions, on a reçu toutes les correspondances, etc. Bon, Pierre décide donc à quelques jours, on dit que non, on ne peut pas faire une conférence à Nantes parce que nous sommes des négationnistes. Alors, le fait de traiter Pierre Péan, qui est connu à Nantes, et moi de négationniste, ben, ça surprend un peu les gens. Et la curiosité commence, les gens commencent à se poser des questions, mais en quoi est-ce qu'il serait négationniste? Parce que c'est pas ils profitent toujours un peu comme ça quand les gens ne connaissent pas le dossier, ils viennent, ils vous disent que ce sont les pires, c'est la pire espèce que vous êtes en train d'inviter, et donc les gens prennent peur. Et là, pour le coup, il se trouve que Pierre Péan connaissait le maire de Nantes, M. Jean-Marc Ayrault, qui était le Premier ministre, qui est devenu Premier ministre après.
il écrit à Jean-Marc Ayrault pour lui dire, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je viens à Nantes, on vient avec Charles Nana pour faire une conférence et on dit qu'on est des négationnistes, je ne comprends pas. Donc, Jean-Marc Ayrault a donc essayé de trancher dans une situation compliquée, puisque en tant qu'élu, il y a la pression des gens qui font partie de ces électeurs qui ont déjà été travaillés au corps par Survie et tous les autres. Il décide qu'on nous donne donc une autre salle. Si celle-là, elle est problématique, on nous donne une autre salle. C'est-à-dire ce qu'on nous a fait. On nous a offert une salle qui était en dehors de la ville, qui était grande, et ils ont coupé le chauffage dans la salle. Donc, on a fait une conférence dans une salle dans laquelle il faisait à peu près 6 degrés. On était obligés de nous débrouiller avec ça, juste pour que les gens ne puissent pas assister à la conférence, parce qu'il fait très froid dans la salle. Et on était au mois d'octobre. Donc, voilà les méthodes qui ont été utilisées. Et Pierre m'a dit, écoute, Pierre a fait la conférence avec son blouson, qu'il utilisait plutôt pour marcher à l'extérieur. C'est avec ça qu'on a fait la conférence dans la salle. Donc, moi, j'étais là, j'avais mes écharpes, j'étais couvert de partout. Mais en fait, on a vécu dans cette histoire du Rwanda avec Pierre des choses, mais qui sont totalement absurdes et qui relèvent des choses qu'on peut vivre quand on est dans une république bananière ou quand on vit dans un pays où on ne respecte pas les droits humains les plus élémentaires. Mais c'est ça qu'on a vécu dans le dossier du Rwanda. Et nous, on ne comprenait pas, enfin, on comprenait d'une certaine façon, pourquoi les gens qui nous attaquaient avec une telle violence ne venaient jamais nous affronter dans des débats publics. Parce que quand vous traitez les gens de tous les noms d'oiseaux, le minimum est de venir les affronter dans un débat public. Les gens ne sont pas totalement stupides. Ils vont comprendre si ce que vous dites est pertinent ou pas, ou si ce que les autres disent est suffisamment sérieux ou pas. Mais avec Pierre, c'était que partout où on arrivait, mais c'était interdit d'entrer, interdit de nous exprimer, interdit de parler, jusque dans les médias dans les médias publics. Je me souviens que lorsque Pierre a fait son livre sur Jacques Chirac, Pierre n'était plus le bienvenu dans les médias publics, alors que tous ces médias publics lui étaient ouverts pour le respect qu'on avait pour son travail. Mais depuis que Pierre a commencé à travailler sur le Rwanda et à prendre les positions qu'il prenait sur le Rwanda, mais lesquelles positions ne pouvaient pas être contredites par des gens sérieux, en dehors des militants pro-FPR, eh bien, Pierre est devenu un paria dans son pays. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui l'a beaucoup blessé, qui l'a meurtri, parce que Pierre ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait être traité comme ça en France. Après tout ce qu'il a fait dans ce pays sur le travail des enquêtes, les enquêtes que Pierre a révélées, les dossiers que Pierre a révélés, il y a combien de journalistes français qui ont osé travailler sur ces dossiers, soit sur la mafia corse, d'ailleurs sur Kouchner, qui aurait osé publier un livre du genre que Pierre a publié sur Kouchner. Pourtant, plus de la moitié des journalistes n'en pensaient pas moins. D'ailleurs, beaucoup disaient à Pierre, oui, nous, on sait qu'on est très content que tu l'aies fait, mais parce que bon, c'était Pierre qui prenait les coups. Vous savez, quand c'est vous qui prenez les coups, les gens qui ne prennent pas les coups, ils sont contents que vous preniez les coups à leur place. Donc, je considère pour moi que le travail en termes de journalisme, le travail d'investigation, le travail de recherche que Pierre a fait en France pendant toutes ces années, pendant toute sa carrière, c'est un travail extraordinaire. Mais même pas la moitié, ça ne se compte pas sur la moitié des doigts d'une main. Pierre a plus d'une quarantaine de publications à son actif. Donc, enfin, quand vous avez, et pas des petites publications sur Jean Moulin, sur Genoux, sur TF1, sur Le Monde, etc. Enfin, le niveau de travail d'investigation de Pierre, mais il est, mais je dirais au niveau européen, je le situerais au niveau international, au niveau européen, il n'y a pas la moitié des journalistes qui ont publié autant que lui, fait des recherches, des enquêtes, et surtout prendre autant de risques dans sa vie.
Mais surtout que ces risques qu'il prenait, Pierre ne les prenait pas pour lui. Il les prenait pour les autres toujours. Parce que je ne vois pas, sauf à être masochiste, pour le peu que je connais de Pierre, Pierre n'était pas maso, mais il rentrait toujours dans des dossiers qui l'intéressaient parce qu'il voulait comprendre. Et il se trouve qu'il voulait souvent un peu trop comprendre. Et les gens n'aiment pas les gens qui veulent comprendre et qui veulent vraiment comprendre de façon approfondie. Et Pierre, c'était sa qualité principale, c'est de vouloir comprendre de façon approfondie. Justement, pas pour vous mettre en accusation, mais pour comprendre effectivement quel type de personnalité vous êtes quand il a enquêté sur Jacques Foccart. Mais quel journaliste en France aurait osé enquêter sur Jacques Foccart? Ça fait partie des choses qui, moi, m'ont marqué et qui ont… Parce que moi, je sais qu'en Afrique, tous les chefs d'État africains avaient peur de Jacques Foccart. Je parle de l'Afrique francophone. Mais Foccart pouvait obtenir des chefs d'État africains tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait personne qui aurait osé un jour enquêter sur Jacques Foccart, que ce soit en France ou en Afrique. Jamais. Pierre l'a fait. Pierre l'a fait. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut lui tirer un coup de chapeau remarquable pour ce travail extraordinaire. Et moi, je ne cesserai jamais de dire que je suis fier, très fier, d'avoir connu Pierre Péan, d'avoir vécu des moments particuliers avec lui, d'avoir partagé des moments de joie intense avec lui. Quand on avait fait la conférence à Rouen, on s'est retrouvé le soir avec son épouse au restaurant. Odile, une femme formidable. C'est pour ça que j'ai aussi appris à bien comprendre comment Pierre… Parce que Odile était aussi bien critique vis-à-vis de son mari qu'elle le soutenait. C'était formidable de voir cette femme-là. Et j'ai gardé cette proximité aussi avec Odile. Elle est toujours indignée de voir comment son mari a été attaqué, avec la violence avec laquelle il a été attaqué. C'est remarquable, en tout cas. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Charles Onana. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en arrêter là parce que parler de Pierre Péan, un autre ami commun, c'est vraiment plaisant parce que même s'il nous a quittés, il est toujours parmi nous. Son esprit vogue là, autour de nous. La prochaine fois, je vous invite à peut-être aborder la question de l'héritage parce qu'on vous accuse d'être le fils spirituel de Pierre Péan. Qu'est-ce que cela a provoqué pour vous en termes d'ennui? Parce que ce n'est pas facile d'être l'héritier de Pierre Péan. Eh bien, je propose… Il m'a laissé avec un bagage très lourd sur la tête. Très, très lourd. Donc, on va arrêter là aujourd'hui notre émission. Et puis, on fera une deuxième partie pour parler de tout ça et dans votre actualité personnelle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu éclairer les auditeurs et les téléspectateurs de la Voix des Grands Lacs. Et merci. À très bientôt. Merci. Merci, à bientôt.